Ready? Ready. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct de l'événement organisé par le French Restream Interglitch. Je suis avec Mikoto Max Hello. et on a un invité très spécial de l'ICM. Il s'agit d'Alex qui étudie tout ce qui est épilepsie. Bonjour. Alors, le poste officiel, parce que là moi je dis étudie les épilepsies, d'ailleurs les épilepsies, parce qu'il y en a plusieurs, ça, on a bien retenu. C'est bien. La recherche exacte, le projet exact, le poste exact, ce serait... Alors, je suis, on va dire, chercheur post-doctorant. Mhm. C'est-à-dire que j'ai déjà un doctorat, je suis docteur en neurosciences, mais je n'ai pas encore un statut de titulaire pour dire chercheur. Donc, D'accord. c'est en transition, on va dire. Ok. C'est le projet qui va titulariser. Ouais, j'espère. Voilà. Et pourquoi avoir choisi les épilepsies d'ailleurs? Moi, à la base, je m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre le cerveau et plutôt le développement du cerveau. Et une des conséquences d'un mauvais développement du cerveau, ça peut être pas mal de pathologies, dont l'épilepsie en fait. Donc c'est ça qui m'a conduit là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, j'étudiais plutôt le développement en général, qui était lié à, par exemple, la schizophrénie, d'autres types de maladies neurodéveloppementales. Et puis, j'ai eu la possibilité d'arriver ici et d'étudier un autre type de pathologie, l'épilepsie. Toujours sur ce que je connaissais, le développement du cerveau. C'est un cheminement naturel, quoi. Oui, exactement. J'ai une question par rapport à vos recherches sur le développement du cerveau. Est-ce que ça se fait plus avant ou après la naissance? Oui, très bonne question. En fait, ce que je dois ajouter assez rapidement, c'est que j'étudie beaucoup des modèles. C'est-à-dire qu'on peut étudier chez l'homme le développement. Ça va se faire plutôt après la naissance, parce qu'avant, c'est un peu plus compliqué. On peut quand même faire des analyses par IRM, ça se fait quand même, c'est sûr. Mais c'est plus compliqué. Donc, avant la naissance, c'est plus après. Donc, du coup, on va passer par des modèles de développement, des modèles simples qui sont juste le neurone, c'est-à-dire la cellule qui va entraîner la communication dans le cerveau. Et du coup, on peut faire un modèle simple qui est juste des neurones en culture. On va regarder comment ils vont s'interconnecter. Et après, on peut faire des modèles animaux. Juste essayer de voir eux comment ils se développent. Et avec ça, on peut vraiment disséquer un peu plus profondément les différents stades avant la naissance et après la naissance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que donc là, j'étudie l'épilepsie et principalement la génétique de l'épilepsie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gènes qui peuvent être transmis de génération en génération, où il peut y avoir des mutations qui arrivent chez l'enfant pendant le développement. Donc, plus précocement ces mutations arrivent, plus l'épilepsie va être grave, on va dire. C'est-à-dire qu'une plus grosse région du cerveau va être touchée. Donc, c'est vraiment plutôt prénatal. Avant la naissance, puisque c'est là où on a encore des cellules en division en fait. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de cellules en division qui ne sont pas encore des neurones, on va parler de progéniteurs neuronaux, et si une mutation arrive à ce niveau-là, dans un gène qui est lié à l'épilepsie, eh ben, ça va affecter tous les futures cellules qui partent de ce progéniteur. Et du coup, les neurones, ça va affecter tous les neurones d'une certaine région du cerveau. Est-ce que si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a des marqueurs génétiques qu'on étudie et il y a des étapes de contrôle pour voir à l'instant T ce qui s'est passé et voir l'impact qu'il y a sur la suite? Oui, c'est ça. En fait, dans le laboratoire, il y a vraiment deux parties. Il y a une partie chez l'homme qui est vraiment de comprendre l'origine génétique de l'épilepsie. Donc, on va partir de familles où il y a plusieurs cas. On va se dire, bon, il y a peut-être un gène qui s'est transmis. On va d'abord séquencer du coup l'ADN pour avoir tout le génome, essayer de voir si cet ADN est comparable avec des bases de données de sujets sains. Et si on arrive à identifier des mutations, donc l'ADN c'est un code de 4 lettres, Oui. et il suffit d'un changement dans une lettre pour avoir une mutation, et cette mutation peut entraîner une dysfonction de ce gène. Donc l'idée c'est de séquencer l'ADN. D'abord, le plus simplement, ça va être chez des patients épileptiques à partir de la salive. Et là, on va savoir que s'il y a une mutation, ça va affecter en fait toutes les cellules. On parle de mutation germinale, donc toutes les cellules du corps sont affectées. Mais
on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des mutations qui n'apparaissaient par exemple que dans le cerveau. Alors comment y avoir accès? Via la moelle épinière? C'est très compliqué. On pourrait, oui, mais là, l'épilepsie nous donne un privilège, entre guillemets, c'est-à-dire que malheureusement, il y a une grande partie des patients épileptiques qui ne répondent pas aux antiépileptiques. Et une façon de les traiter, c'est de leur faire une biopsie de la région, si on arrive à la localiser, de la région épileptique du cerveau. Donc c'est une chirurgie qui est quand même assez lourde, des fois très précocement pendant le développement. Et donc on va enlever ce tissu et nous on collabore avec des centres de neurochirurgiens qui nous donnent accès à ce tissu pour justement regarder ces mutations. D'accord. Et donc on arrive à avoir accès aux mutations qui sont présentes seulement dans le cerveau et qui vont affecter vraiment le cerveau. D'accord. Et au niveau génétique pour l'instant, vous en êtes où dans l'identification du code qui pourrait présager en tout cas d'une épilepsie? Alors, ça fait... il y a eu pas mal de travail ces 20 dernières années. Il y a eu pas mal de gènes qui ont été identifiés. Il y a eu deux phases, on va dire. Une première phase où c'était des molécules, des canaux qui sont à la surface des neurones et qui vont vraiment réguler leur activité. Donc, c'est vraiment... le lien est trouvé, c'est-à-dire que le gène est muté. La fonction de ce canal est changée, donc le neurone ne va pas fonctionner normalement. Donc dans l'épilepsie, c'est plutôt une hyperactivité des neurones qu'on va voir. Donc on va avoir une hyperactivité due à cette modification génétique. Donc ça, c'est une première phase qui a été faite plus il y a 10-20 ans. Et puis depuis 10 ans, avec la technologie aussi, des meilleurs séquenceurs, on arrive à identifier de plus en plus de gènes. Il y a une centaine de gènes, peut-être même plus, qui vont affecter différentes régions du cerveau, donc ne pas donner les mêmes épilepsies. Et ces différents gènes vont aussi donner différentes épilepsies. Donc c'est assez complexe. Et le laboratoire a identifié en 2013 un gène qui est dans une voie bien particulière qui va réguler la cellule et donc les neurones dans le cerveau. Et nous, on étudie vraiment ce gène-là et cette voie-là. On ne peut pas tout étudier, en fait. C'est quelque chose de très précis. Parce que, par exemple, j'ai une question par rapport à ça. L'épilepsie ne peut être... on sait qu'on est épileptique qu'au moment où on a une crise d'épilepsie, ou est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent permettre de prévenir... une crise, en fait. C'est une très bonne question. Alors déjà, l'épilepsie, c'est caractérisé par des crises récurrentes. Donc, si c'est une seule crise qui peut arriver parfois, on ne va pas parler d'épilepsie. Il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic de récurrence des crises. Et en effet, il faut qu'il y ait une crise pour pouvoir parler d'épilepsie. Donc la crise, elle se manifeste d'un point de vue physique. Le plus simple, c'est... le plus simple et ce qu'on connaît le plus, c'est des crises de convulsions, donc des tremblements, des mouvements. Donc ça, c'est facilement identifiable. Mais il y a par exemple aussi des crises d'absence. C'est-à-dire que les personnes vont avoir une absence et c'est indétectable en fait. Donc si la personne est toute seule, elle ne va pas s'en rendre compte elle. Mais si elle est avec des gens, on peut voir elle a peut-être une absence. Et c'est encore plus compliqué si c'est chez l'enfant, voire le nouveau-né. Là, c'est encore plus compliqué. Donc je suppose qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie en faisant des crises d'épilepsie de type... absence sans que ça les atteigne et qu'on les remarque. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les manifestations physiques, les symptômes des crises. Si c'est l'absence, en effet, je pense qu'on peut penser que certaines personnes peuvent vivre comme ça sans que ça se voit. Après, il suffit d'une fois pour après essayer de faire un travail de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc la manifestation physique, c'est ce qu'on voit en premier, bien sûr. Mais pour être sûr, on va faire aussi l'étude de l'activité du cerveau, principalement par électroencéphalogramme. Donc c'est juste placer des électrodes tout autour du cerveau et essayer de capter des dysfonctions, des régions qui sont plus actives, par exemple. Le mieux, c'est de pouvoir garder un patient pendant une semaine, on va dire, en tout cas quelques jours, pour être sûr qu'on enregistre une crise. Puisqu'il y a des crises qui n'ont pas de manifestation physique, et du coup, il faut être sûr qu'on détecte quand même quelque chose dans le cerveau, cette hyperactivité. D'accord, dans le cerveau, ça se traduit par une hyperactivité. Il y a tous les neurones qui s'échauffent, qui se surchargent, ça pousse partout. Qui montent. Exactement, c'est ça. Donc en fait, donc il y a deux types de crises. Une crise focale,
c'est-à-dire qui part d'une région bien précise du cerveau, ou des crises généralisées, c'est-à-dire que tout le cerveau va un peu s'embraser. Tout se traduit par une hyperactivité, donc à l'électroencéphalogramme, on a toujours des petites activités, puis d'un coup on va vraiment avoir beaucoup de pics, beaucoup d'activités, et c'est souvent un réseau de neurones. Ils communiquent beaucoup entre eux, ces neurones, et donc on va voir qu'ils communiquent tous en même temps. On a une hyperactivité, mais une hypersynchronisation de cette communication. Et du coup, par exemple, vous êtes en train de regarder un film, et d'un coup, votre partie visuelle du cerveau s'active complètement, vous ne serez plus capable de processer l'information visuelle. Il va être bloqué, en fait. Est-ce que, alors, c'est parce que l'information visuelle, par exemple l'œil ou le système en tout cas qui s'occupe de l'optique, n'arrive pas à traiter le surplus d'informations, ou cette surcharge n'a aucune logique au final? Alors, je pense que c'est une très bonne question et je suis pas sûr d'avoir la réponse. C'est pour ça qu'on continue la recherche. J'imagine. Alors, il y a beaucoup de crises qui ont des origines connues. Par exemple, je parlais d'un stimulus visuel. Si le foyer épileptique atteint le cortex visuel, donc c'est la région du cortex qui va processer l'information visuelle, si c'est elle qui est atteinte par une modification ou un trauma, un stimulus visuel va pouvoir entraîner spécifiquement dans cette région une crise. Mais des fois, ça peut être complètement différent. Il y a des neurones qui communiquent, puisque notre cerveau est tout le temps en train de communiquer, les neurones communiquent tout le temps entre eux. Il suffit d'une fois où ils communiquent un petit peu plus et ça va déclencher cette crise. Mais c'est une vraie question. On ne sait pas exactement comment une crise peut être déclenchée, puisque chaque type d'épilepsie et chaque crise peuvent être différentes selon les patients. D'accord. Est-ce qu'il y a je vais aller un peu plus loin dedans pour voir s'il y a peut-être une réponse à cet élément, de se dire justement, certaines personnes, parce qu'on a vu que génétiquement certains qui étaient entre guillemets prédisposés, est-ce qu'il y a des personnes justement qui ont soit un entraînement spécifique ou juste pas une capacité supérieure qui fait qu'ils arrivent à, on va dire, réduire l'impact de la crise? Peut-être parce qu'ils sont plus aptes à traiter cette surcharge, ou que le cerveau fonctionne peut-être moins, avec moins d'intensité, donc la surcharge n'est pas si grave. Oui, tout à fait. Non, alors, il y a deux aspects. Je pense que c'est possible d'essayer de contrôler le cerveau de façon générale, d'essayer de comprendre comment il fonctionne et essayer de réduire son activité. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, quand on vous dit au niveau du rythme cardiaque d'essayer de le réguler, de le diminuer, vous pouvez essayer de faire un peu de la relaxation pour diminuer votre activité cardiaque. Et ça, c'est facile parce qu'on peut mesurer l'activité cardiaque juste en mettant la main sur le cœur ou en mesurant notre pouls. Le cerveau, c'est pas pareil. On peut pas avoir son activité. Mais il y a des expériences où certains chercheurs vont toujours placer des casques EEG pour enregistrer l'activité du cerveau et vont demander aux personnes d'essayer de se contrôler, de méditer, d'essayer ces gens donc voient leur activité en live et ils arrivent à un peu contrôler ça et ils peuvent contrôler leur activité. Donc ça, c'est plutôt de façon générale. Si on a un certain entraînement, on peut, mais je pense qu'il vaut mieux voir un peu cette activité pour essayer de savoir si on y arrive ou pas. Donc ça, c'est de façon générale. Ça pourrait s'appliquer dans les cas d'épilepsie. Maintenant, dans le cas de l'épilepsie, oui, en effet, ce qu'on essaye d'atteindre, c'est une diminution de l'activité du cerveau. Comme c'est une hyperactivité, on va essayer de diminuer son activité et c'est le principe des antiépileptiques, en fait. Les plus courants vont vraiment diminuer l'activité générale du cerveau, qui a aussi ses conséquences, puisque forcément, ça va diminuer les capacités de tous les jours. Mais si ça peut prévenir des crises qui peuvent être assez importantes, et puis souvent, ça entraîne une inconscience qui fait que la personne peut tomber, et puis il peut y avoir vraiment plus de dommages, c'est déjà intéressant de contrôler l'épilepsie. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quelque chose de plus précis pour pouvoir diminuer. Donc les gens, oui, je pense qu'on pourrait considérer que certaines personnes peuvent essayer de se contrôler. Mais c'est très compliqué dans le cas, par exemple, de phase de sommeil. Il y a beaucoup de crises qui arrivent pendant la nuit.
Ouais. Ah oui. Il y a beaucoup de C'est très crises. traître, hein. Ouais. C'est dangereux. Ah, tout à fait. C'est assez dangereux, ouais. Oui. Alors bon, ce qui est bien, c'est que si on dort allongé dans un lit, il va pas nous arriver grand-chose, on va pas tomber. Oui. Mais il peut y avoir des manifestations physiques à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que des fois, c'est très dur aussi de détecter des crises, puisque elles arrivent la nuit. Donc si la personne est seule, on va pas pouvoir la détecter. Donc si ça arrive la nuit, on peut pas entraîner son cerveau, je pense. Peut-être un jour. Un automatisme. Voilà. Voilà, faut mettre un algorithme. Dès que tu détectes une surcharge, faut un lit stress. branché, connecté. Exactement, c'est ça. Avec un casque qui dit tout le temps Zen. Tout va bien. Non, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est un peu compliqué d'essayer de se contrôler pendant ces rythmes de sommeil où on contrôle pas grand-chose au final. Alors j'avais une question parce que du coup là on est là pour Interglitch et les jeux vidéo, et quand on démarre un jeu, la plupart du temps on nous dit attention, il y a un risque de crise d'épilepsie. Ouais. Comment est-ce que alors j'ai plusieurs questions par rapport à ça. La première, ça va être, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de crise d'épilepsie en même temps que le nombre d'écrans qui augmente? Est-ce que l'utilisation, que l'utilisation fait que les crises augmentent, ou le nombre de cas en tout cas augmente? Alors, je ne sais pas. D'accord. Non, ce qu'on connaît, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de stimulus visuels, surtout répétés, qui peuvent entraîner de base une activité prolongée du cortex visuel en l'occurrence. Et du coup, chez ces patients épileptiques ou en tout cas qui ont une susceptibilité, ces fortes stimulations peuvent entraîner une crise. Alors, encore une fois, si c'est une seule crise, on ne va pas parler d'épilepsie. Oui. Mais si ça revient, là, faut juste dire à cette personne de limiter les écrans et de peut-être de diminuer ce genre de stimulus en tout cas, si on arrive à comprendre d'où ça vient exactement. Voilà. Parce que les crises d'épilepsie étaient là bien avant quand même les écrans, je pense. Tout à fait. C'est vraiment pas lié, mais ça peut être une cause de réaction. On va dire. Ouais. Je pense que donc donc le cortex du cerveau, c'est lui qui va recevoir un peu toutes les informations des différents sens. Visuel, le toucher, l'audition, l'odorat, et il y a des parties spécialisées vraiment de ce cortex pour chaque sens. La vision, c'est un peu le plus simple quelque part, parce que on a de plus en plus c'est ce qui a grossi de plus en plus, puisque on a de plus en plus de stimulus en fait. Oui. Et du coup, c'est ça qui est à mon avis, principalement lié à l'épilepsie, en tout cas aux crises d'épilepsie chez l'homme. Mais par exemple, si on prend des rongeurs, on peut trouver par exemple des souris ou des rats épileptiques. Et pour le coup, ça va plutôt avoir un lien avec des stimulus auditifs. Puisque leur cortex auditif est plus développé que le cortex visuel, on va dire. Ça dépend des espèces, en fait, on va dire. En tout cas, chez l'homme, on a de plus en plus de stimulus visuels, donc c'est ça. Donc je pense que bien avant ça, en effet, il y avait déjà des crises d'épilepsie avant l'apparition des écrans ou même des jeux vidéo, mais ça a pu augmenter avec l'augmentation des écrans. Mais c'est surtout des stimulus très précis, à mon avis, qui vont entraîner une grosse activité à certains moments. Donc en fait, c'est pas forcément l'écran, c'est le fait de surcharger une partie du cerveau, c'est-à-dire de l'entraîner vers la suractivité. C'est la suractivité qui peut justement être l'élément déclencheur. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment dans des crises de type photosensible, donc vraiment dû à la stimulation visuelle. Mais en effet, il y a beaucoup de crises qui sont spontanées sans vraiment on n'arrive pas encore à définir s'il y a un stimulus qui va entraîner ça. Ça peut arriver d'un coup. Parce que ça se trouve, donc, on peut avoir des crises d'épilepsie dues à l'odorat, en fait. Oui, ça pourrait... ouais. Oui, parce que vraiment, moi j'ai l'image de la crise d'épilepsie due à l'écran, vraiment. Là, vous me dites déjà par rapport aux oreilles, au son également. Ouais. Parce que après, je peux comprendre, c'est peut-être dû à la vibration, peut-être.
Oui, peut-être, ouais. C'est la suractivité. Oui, mais du coup, j'imagine que même l'odorat ou manger quelque chose peut créer une crise. Oui, ça pourrait, même le toucher, pourrait déclencher des crises dans certains cas. Ouais. Alors, est-ce que du coup, le fait d'avoir notre système optique, en tout cas, qui est souvent confronté à des écrans, à des informations est-ce que quelque part, ça le muscle suffisamment pour être moins susceptible de tomber dans une épilepsie face à une surcharge? Ou c'est l'effet inverse? Il est justement tout le temps borderline. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a eu des études vraiment là-dessus pour vraiment essayer de voir. Je pense qu'on peut entraîner de toute façon son cerveau sur plein de choses différentes et potentiellement l'entraîner aux écrans. Je pense pas que c'est forcément quelque chose à faire. Mais c'est sûr que le mieux, c'est d'essayer de restreindre ces activités-là, ces stimulus, pour essayer de prévenir au maximum. Si on entraîne trop, à mon avis, on va plutôt privilégier un des sens par rapport aux autres, et ça peut être plus dévastateur. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, le rapprochement par rapport aux jeux vidéo, parce que là, on est en présence justement de le French Stream, on a Interglitch. Je sais que toi, tu es gamer déjà. Oui. Et est-ce que au-delà de l'aspect personnel du gaming, il y a un aspect que tu étudies qui est lié aux jeux vidéo par rapport à l'épilepsie? Alors non, pas vraiment. Au contraire, c'est vrai que s'il y a des patients gamers qui deviennent épileptiques, ça peut être un sujet d'intérêt, mais non, on va pas attendre ça pour vraiment faire les études. Non, le gaming, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé dès le plus jeune âge, d'essayer de découvrir le maximum de jeux, mais c'est plutôt l'aspect évasion que entraînent les jeux. Et pour moi, ça entraîne aussi son cerveau à pas mal de capacités. Soit de réaction, ça dépend des jeux, mais si on prend les shoot 'em up, ce genre de choses, c'est plus le côté réactif, prise de décision qui va être entraîné à des décisions simples parce que c'est vraiment précis. Et puis il va y avoir des jeux plus d'exploration où là, ça va être notre côté, pourquoi pas un peu créatif, ou en tout cas associatif, qui peut être mis à contribution pour nous apprendre à l'utiliser au mieux, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour se divertir déjà et qui ne reste pas quelque chose de bête et méchant. C'est vraiment... je pense qu'il faut faire la promotion du jeu vidéo. C'est ça, je suis content que tu le dises. C'est un chercheur, quelqu'un qui a un doctorat qui le dit. Voilà. Écoutez les sages paroles scientifiques. Et il y a même un aspect aussi sur la mémoire qui est beaucoup sollicité dans les jeux vidéo. Parce que bon, là maintenant, entre guillemets, les jeunes ne comprennent pas certaines choses, mais avant, quand tu jouais, les mots de passe, il fallait les retenir. Oui, ouais, c'est vrai. Tous les codes et tout, les combinaisons de touches. Ouais. Parce que, ouais, tout à fait. Et je pense que il y a beaucoup de jeux vidéo aussi qui se développent pour des personnes, on va dire, plus âgées qui, elles vont plutôt vouloir se divertir ou plutôt avoir quelque chose de virtuel pour peut-être entraîner leur mémoire, continuer à faire des choses comme ça, des jeux plus simples, on va dire. Mais oui, il y a un énorme aspect mémoire qui est super intéressant. Dans beaucoup de jeux, il faut essayer de comprendre la logique du jeu, essayer de comprendre comment on va au bout, il y a quand même un but, et essayer de comprendre comment mémoriser soit les adversaires, soit les énigmes, soit quel est le chemin à faire pour arriver au bout. Et quand je pense au speedrun, là pour le coup c'est vraiment un énorme aspect mémoriel parce qu'il faut avoir fait le jeu, je pense au début juste l'explorer, puis petit à petit se dire ah mais attends, je peux peut-être faire ça, ça va mieux. Et puis je vais. Alors je me suis toujours demandé comment est arrivé le speedrun. Peut-être quelqu'un était trop pressé, s'est dit je veux finir le jeu avant mon cours, j'en sais rien. Ou il avait qu'un seul jeu. Ouais voilà, c'est ça. Il s'est dit je le fais. Tu as 1 heure. Ouais voilà, allez go. Et où il voulait montrer à quelqu'un à quel point il pouvait le faire vite. Mais c'est vrai que là pour le coup il y a un énorme aspect mémoire et réflexe de tout. Non, c'est vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que la recherche s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo,
Notamment, pas simplement par rapport à comment il nous fait réagir, comment notre cerveau se comporte quand on est dans le jeu, parce que ça sollicite tellement d'aspects. Il y a l'aspect moteur, il y a l'aspect mémoire, il y a l'aspect cérébral, il y a l'aspect, on a parlé de l'optique qui fait partie aussi du cérébral. Il y a même des formules qu'on n'arrive pas à identifier parce que c'est la compétition, donc il y a pourquoi certains sont meilleurs que d'autres. Il y en a sans entraînement, il y en a avec entraînement, il y a plein d'éléments. Mais est-ce que aussi ça intéresse la recherche d'utiliser le jeu vidéo pour aider à la compréhension ou à la formation, à s'entraîner sur certains aspects cérébraux ou de la recherche en tout cas? Oui, je pense que pas forcément recherche pure, mais de façon générale, je pense que ça peut être certaines thérapies par les jeux vidéo qui peuvent être assez importantes. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais je sais qu'il y a deux aspects. Soit on va prendre le jeu vidéo comme une thérapie, essayer de s'évader, ce genre de choses. Et je crois que ce matin, il y avait des gens qui présentaient une start-up qui travaille sur la réalité virtuelle et qui, justement, avec ce casque de réalité virtuelle, le proposait aux patients comme une thérapie pendant certaines interventions chirurgicales. Pour se détendre. Voilà, exactement, pour les calmer, essayer de contrôler leur anxiété, ce genre de choses. Et d'un autre aspect, il y a aussi l'attrait de plus en plus important des jeux vidéo chez les plus jeunes, on va dire. Et il y a de plus en plus d'expériences qui sont faites chez l'homme qui vont impliquer des jeux vidéo. Ou plutôt, le plus simple, c'est par exemple si on va étudier l'anxiété, il y a des expériences depuis longtemps pour essayer de booster l'anxiété. Une des expériences les plus simples, c'est de mettre quelqu'un devant une caméra et lui dire voilà, on te fait une interview, t'as pas le temps de te préparer, voilà, tout le monde te regarde, et oui, d'un coup, on va se sentir bloqué. Et ça, c'est une partie de l'anxiété seulement. Il y a d'autres types d'anxiété qui peuvent intervenir. Et il y a des recherches qui sont faites avec toujours des casques de réalité virtuelle où on va en fait prendre des sujets, on va leur montrer qu'ils montent des étages et puis d'un coup l'ascenseur va tomber par exemple et ça va recréer cette sensation d'anxiété ou de peur. Et je trouve ça super intéressant à travers ces types de jeux, on va dire, très spécifiques, en tout cas d'interface, pour essayer de comprendre certains comportements comme la peur ou l'anxiété. Excellent. Ouais. Donc je pense qu'il y a des recherches en général sur les jeux vidéo. Je suis pas vraiment au courant de ça, mais en tout cas de plus en plus, ça devient un attrait de créer des environnements pour aussi essayer de tester le maximum de personnes, puisque c'est beaucoup plus simple d'élargir à tous les types de médias pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. En parlant de compréhension, où est-ce qu'on en est au niveau de tout ce qui est épilepsie? Parce que déjà, moi, j'ai appris quelque chose. La partie généralisée, la partie au niveau d'un foyer bien identifié, comment c'est traité. On a dit que c'était traité de façon généralisée. On n'a pas encore les moyens d'identifier la partie foyer et de traiter directement la zone, si j'ai bien compris. Pas encore, mais c'est vrai que... Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi au laboratoire. C'est une médecine un peu plus personnalisée. Maintenant qu'on a des marqueurs génétiques, on va savoir un peu mieux quel type de protéines, donc qui sont qui sont codées par les gènes, quel type de protéines va être impacté par ces mutations, et donc comment la fonction des neurones ou des cellules en général est impactée. Une fois qu'on va connaître ça, on va pouvoir essayer d'impacter plus précisément le défaut. Donc, comme je disais, la plupart des antiépileptiques, c'est plutôt diminuer l'activité générale du cerveau. Donc ça marche quand même plutôt bien dans une grande partie des cas. Mais il y a quand même, je crois, un tiers des patients épileptiques qui ne répondent pas à ces médications antiépileptiques. Donc après, ça devient des combinaisons de plusieurs antiépileptiques. Mais si on pourrait avoir quelque chose de plus personnalisé, ce serait beaucoup mieux. Et dans le cas de médecine personnalisé. Il y a quelques années, il y a un gène qui code un canal sodique, donc sans rentrer dans les détails, c'est vraiment une protéine à la surface des neurones qui va entraîner son activité, qui va réguler son activité. On sait qu'il y a un gène qui code pour ce canal, qui est muté, et du coup, on a pu développer une drogue pour essayer de bloquer spécifiquement ce canal. D'accord. Donc ça, c'est pas simple, mais c'est le plus simple parce que ce type de gène impacte directement la fonction du neurone.
Maintenant, il y a des gènes qui vont plutôt réguler la morphologie, ce genre de choses, la connectivité des neurones. Et ça, c'est plus compliqué de le cibler. Et là, on pourrait penser à une approche de thérapie génique. C'est-à-dire qu'on a un gène qui est muté, on va soit essayer de le réexprimer, spécifiquement dans la région qui est affectée. Quand on dit réexprimer, qu'est-ce que ça entend ? En fait, c'est-à-dire qu'on va passer par une technologie virale, un vecteur viral qui va être introduit chez la personne, peut-être dans le cerveau spécifiquement. Et dans ce virus, qui n'est pas un virus qui va nous qui va nous impacter, mais qui va en fait contenir le matériel génétique pour réexprimer le gène qui est déficient. C'est quoi, pour modifier sa fonction ou la réguler ? Plutôt, soit si en fait le gène est muté d'une façon à ce qu'il ne s'exprime plus, on va juste le réexprimer. Est-ce qu'on peut dire réactiver ? Réactiver, ou pas exactement, mais plutôt vraiment réexprimer. C'est une façon plus d'expression de ce gène. Et réactiver, ce serait plutôt le gène s'exprime, mais il n'est plus actif. Et là, il faut le réactiver. Donc, c'est plutôt une expression. Après, il y a des gènes qui vont entraîner une suractivité de certaines protéines. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est essayer de cibler ces mutations et essayer de les enlever. Alors là, on n'en est pas encore à cette technologie-là. On arrive à le faire plutôt dans des cultures très simples, mais pouvoir le faire de façon plus générale, j'espère que d'ici quelques années, on pourra le faire. Du coup, à terme, ce serait d'identifier déjà tous les causes génétiques qui impactent les épilepsies et peut-être même les modifier avant même régler le problème à la source. Oui, alors ce qui va être délicat, c'est si le gène est justement transmis des parents à l'enfant va l'avoir dès sa naissance. Donc là, ça va être compliqué de le réguler avant même qu'il s'exprime parce qu'il va s'exprimer dès les premiers stades de la fécondation. Mais on pourra plutôt, si on arrive à identifier cette mutation, essayer très précocement d'intervenir pour réguler son expression ou en tout cas son impact sur le développement du cerveau. Donc on en est encore loin. Je pense que ça devient aussi quelque part coûteux de faire cette médecine personnalisée puisque c'est pour chaque individu. Je pense que je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais la plupart des compagnies pharmaceutiques vont plutôt avoir envie de produire quelque chose de plus large pour impacter le maximum de personnes. Mais il y a de plus en plus de maladies neurodégénératives ou neurologiques qui pourraient être régulées et pourraient faire intervenir cette médecine personnalisée. Parce que, cette médecine personnalisée, vous la travaillez sur un cas précis, par exemple une personne, mais est-ce que du coup vous faites la différence avec la génération ? Est-ce que vous arrivez à travailler, je ne sais pas, avec un grand-père, un père, un fils, peut-être pour lier vos recherches ? Oui, alors du coup, c'est vrai quand je dis médecine personnalisée, on pense qu'il y a une personne, mais si c'est par exemple, toujours d'un point de vue génétique, une mutation qui est identifiée, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont impactées par cette mutation. D'accord. Et dans ce cas-là, on va pouvoir impacter toutes ces personnes qui vont avoir cette mutation présente. Et justement, dans le cadre du laboratoire de recherche auquel je fais partie, le laboratoire a identifié un gène précis il y a quelques années. Et c'est ce gène qui est retrouvé maintenant dans énormément de patients épileptiques. Donc l'idée, c'est que si on arrive vraiment à réguler ce gène, on pourra traiter ces différents patients. D'accord. Et le plus dur, en effet, c'est d'essayer de les traiter après l'apparition des crises épileptiques. On pourrait, si on avait ce diagnostic génétique très précoce avant l'apparition des crises, essayer de les traiter avant, mais on n'en est pas encore là en tout cas. Vous n'êtes pas au stade de prévention. Ouais, voilà. Je pense que ça, c'est encore une deuxième étape, mais ce sera intéressant. Et d'ailleurs, ceux qui veulent suivre ces étapes, les avancées en tout cas de tous ces projets, toutes ces recherches, où ils peuvent aller ? Alors, je pense que le plus simple, c'est de regarder sur ce qu'on fait nous sur le site de l'ICM. Il y a souvent des communications qui sont faites de toutes les dernières recherches qui sont mises en avant sur la page internet. En français ou en scientifique ? D'accord. Je pensais français ou anglais, j'allais dire. Il y a du français. Non. Du coup, c'est vraiment pour tout public, justement.
pour vraiment montrer ce qu'on fait. Donc, on a tout un pôle communication qui nous permet de traduire les mots scientifiques en mots de tous les jours. Mais oui, non, c'est vraiment pour tout le monde. Donc c'est là où on voit un peu l'avancée sur les différentes thérapies ou les différents mécanismes cérébraux qui sont importants. Toutes les découvertes, en tout cas, sont mises en avant sur le site de l'ICM. On peut retrouver aussi sur le Facebook de l'ICM ou le Twitter. Voilà, ouais. Non, ça, c'est... on essaye de faire des communications aussi grand public de temps en temps. Il y a des événements comme la Semaine du cerveau qui a lieu une fois par an dans toute la France. Et on reste là un week-end où on va accueillir des gens à l'ICM pour leur montrer des ateliers, comme ça, c'est le cas ici où il y a quelques ateliers. Et on va aussi, pourquoi pas, leur montrer un peu les locaux, voir comment on fait, ce qu'on fait au quotidien, et leur présenter les avancées de recherche. Une chaîne YouTube un jour ? Oui, alors en fait, je crois que l'ICM a la chaîne YouTube qui a repris. Disons qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été arrêtés, mais la plupart des conférences qui ont lieu dans l'auditorium, qui soient scientifiques ou plus grand public, sont souvent retransmis sur la chaîne YouTube de l'ICM. Excellent. Excellent. Voilà, ça c'est bien. Avec quelqu'un qui peut nous expliquer comme tu le fais là. Ok, super. Oui. Non, mais c'est clair. Excellent. D'ailleurs, pour revenir un peu sur le jeu vidéo, tu as un speedrun en particulier que tu es venu voir ou... Un jeu sur lequel tu as envie de prendre une revanche. Non, pas forcément. J'étais plus intéressé pour voir les différentes techniques et découvrir des nouveaux jeux aussi. J'avais d'abord vu les premiers speedruns sur les derniers jeux qui étaient sortis et je pensais pas qu'il y avait aussi des speedruns sur les anciens jeux. Donc là, je sais qu'il y a eu Super Mario Bros, le premier, où il y a eu un speedrun. C'est super intéressant de voir ça parce que à l'époque, on galérait à finir ne serait-ce qu'un monde et là, en 20 minutes, tout est fini, quoi. On se dit, mais... ça s'est pas passé comme ça. Non, on n'a pas eu la même jeunesse. Et j'aime bien aussi l'idée de faire des petits gages aussi à certains participants. Ah oui. De jouer qu'à une seule main ou d'avoir des interventions. C'est pas mal. Et puis même avec les bid wars qui font souvent pour mettre soit des pénalités, soit des choses comme ça. Ouais, exactement, c'est ça. Ah bah excellent. Bah en tout cas, merci à toi Alex, qui étudie en phase post-doctorat l'épilepsie ou les épilepsies, je ne sais pas comment il faut dire. L'épilepsie focale en l'occurrence. L'épilepsie focale. Voilà. Merci à toi pour cette interview, pour toutes ces informations. Et comme il l'a dit, vous avez le Facebook, le site web et éventuellement le YouTube pour avoir plus d'informations sur l'avancée de la recherche. Et on doit aussi remercier le French Restream pour cet événement Interglitch, pendant lequel on a pu retrouver tous les intervenants que vous avez entendus aujourd'hui. C'était en direct de cet événement avec Mikoto Max et bien sûr Izu DW. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Ciao.